On en parle tout de suite avec le politologue Stéphane Rosès. Bonsoir. Stéphane Rosès, vous êtes président de CAP. Vous avez conseillé François Hollande pendant sa campagne présidentielle. Vous avez été son conseiller en communication. On l'a vu dans ce livre, Valérie Trierweiler tient des propos très durs à l'égard de François Hollande. Elle nous le présente comme un homme, je cite, qui n'aime pas les pauvres, qui les surnomme les sans-dents. C'est un terme qui a beaucoup choqué depuis cet après-midi. Est-ce que cela vous semble possible, probable, que le président s'exprime ainsi? Or, d'abord, je précise, Audrey, que je travaillais professionnellement pour François Hollande. Absolument. Vous étiez rémunéré pour cela. Voilà, c'était comme militant. Travail rémunéré. Écoutez, je dirais, je connais un peu François Hollande, j'ai croisé Valérie Trierweiler, échangé avec elle. Je dirais, peu importe ce que je pense, ce que j'ai entendu ne correspond pas spontanément à ce que j'en sais. Mais vous savez, quand on vit avec quelqu'un pendant des années, une personnalité, c'est quelque chose de très complexe. Qui ne sait que dans la vie quotidienne, il y a un mot qui peut échapper ici ou là. Donc quand on fait une autobiographie, quand on fait un portrait de quelqu'un, nous savons tous, dans nos vies personnelles, la complexité des choses, de ce que nous sommes chacun, et la relation à l'autre. Et donc, du coup, là où nous sommes évidemment tous très mal à l'aise, c'est qu'il y a ce livre qui parle d'un président de la République, et par définition, on en parlera peut-être tout à l'heure, le président de la République, lui, ne peut rien dire. Il est obligé au silence. Donc, peu importe ce que je pense. Par contre, ce qui est important pour les Français, c'est que les Français, psychologisant les questions politiques et politisant les questions psychologiques, comme il y a une interrogation des Français à l'égard de François Hollande, ils vont aller chercher sur la personne, pas le président, la personne, ils vont aller chercher d'éventuelles clés de compréhension sur la distance qu'il y a entre eux et le président. Mais et vous qui l'avez côtoyé, pardonnez-moi, je comprends bien que vous ne souhaitiez pas ni trahir un secret professionnel, ni être déloyal envers le président. Non, mais quand Valérie Trierweiler parle d'un président drogué au sondage, qui appelle les journalistes quotidiennement, qui est soumis à leur le président de la République publique. a tort. Je lui avais dit qu'il avait eu tort, parce que j'ai travaillé dans le passé pour Nicolas Sarkozy et pour Claude Chirac après la mort de Jacques Pilan. Donc, à tort, François Hollande, lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, selon moi, du point de vue de l'intérêt d'un président de la République, a décidé d'arrêter les sondages. Bon. Alors, il est attentif aux données d'opinion. Quand il rencontre des gens comme moi en termes d'opinion, il veut savoir ce qui se passe, mais il serait particulièrement mis à rude épreuve s'il était si sensible que ça à l'égard des sondages. Je crois qu'il regarde, comme tout le monde, ses études d'opinion. Je travaillais comme sondeur pour lui lorsqu'il dirigeait le Parti socialiste. Il était d'ailleurs plus attentif, non pas aux chiffres, mais plutôt aux études dites qualitatives que nous réalisions, c'est-à-dire non pas mesurer est-ce que je suis aimé ou pas, mais plutôt les éléments d'interprétation. Donc, il n'est pas le précédent président de la République était beaucoup plus attentif aux sondages, vraiment d'expérience. Le président antérieur, à peu près de façon équivalente que François Hollande, mais c'est exagéré de dire, par rapport à des hommes politiques que je connais, qu'il est, par rapport à d'autres, drogué aux sondages. Comment les Français, selon vous, recevront-ils ce grand déballage, toutes ces révélations, ce livre, le bruit qui est fait autour? Je crois qu'ils recevront tout ça à la française, c'est-à-dire de façon un peu schizophrénique. Chez chaque individu côtoie deux personnes pour les Français. Il y a d'abord l'homme, et nous irons sans doute regarder les bonnes pages dans les journaux, peut-être pas l'acheter. Et puis il y a par ailleurs le citoyen. Et ce sont deux choses radicalement différentes. Le citoyen ne comprendrait absolument pas que le président de la République, de lui-même, aborde ces questions. Par contre, vos émissions, les journaux qui relateront le livre sans doute aura du succès. Donc il y a une étanchéité entre la dimension spirituelle de la fonction et la dimension temporelle de l'homme. En un mot, le président ne sera pas affecté s'il tient à distance ce livre sans le commentaire. Par contre, l'homme, lui, l'homme politique, les Français peuvent aller chercher dans ce livre des clés d'explication. Et la fonction, est-ce qu'elle est atteinte? Non, elle n'est pas atteinte tant que le président de lui-même ne rentre pas dans une logique à l'américaine
où, sous la pression des journalistes, parce que les journalistes sont dans la logique de l'audimat du lecteur et qu'ils s'aperçoivent que ça marche quand ils en parlent, si le président, comme lors de la dernière conférence de presse qui arrivait 3 jours après l'affaire Closer, tient à distance les journalistes, la fonction sera préservée et les Français lui seront reconnaissants. Par contre, l'homme politique, lui, sera peut-être, je ne connais pas le contenu, affecté par le livre lui-même. Stéphane Anzès, vous restez avec nous, c'est parce que si un tel niveau de déballage de linge sale en grand public n'avait jamais été atteint, ce n'est pas une nouveauté, le fait d'être ainsi convoqué dans l'intimité de ceux qui nous gouvernent. Nicolas Sarkozy et Cécilia Sarkozy avaient un peu amorcé un peu la pompe de ce qui maintenant nous submerge depuis des années. On fait le point sur cette situation politique avec Julien Arnaud. Je souhaite que l'année 1976... Anémone et Valéry Giscard d'Estaing, François et Daniel Mitterrand, près du feu, en vacances à Latché ou au fort de Brégançon. Il y a eu, avant le couple Pompidou, des images sans aspérité, des photos sur papier glacé. Mais déjà, les Français entrent dans l'intimité des présidents sans franchir les portes de la chambre à coucher. On apprendra bien, quelques années plus tard, l'existence de Mazarine ou encore Bernadette Chirac racontant dans un livre que les filles galopaient autour de Jacques Chirac. Mais rien de plus. 2007, voilà la rupture avec Nicolas Sarkozy. Ce ne sont plus seulement les bons moments qui sont mis sur le devant de la scène. Finalement, c'est Nicolas Sarkozy qui, le premier, a vraiment ouvert les vannes. On accuse souvent les médias d'être responsables de la pipolisation de la vie politique. On oublie souvent qu'un certain nombre de personnalités politiques, Nicolas Sarkozy mettant en scène sa relation et ses retrouvailles avec Cécilia Sarkozy à l'époque, ou sa relation ensuite avec Carla Bruni, on oublie souvent que les personnalités politiques... mettent souvent elles-mêmes en scène la pipolisation pour attirer l'attention, susciter la sympathie, je ne sais pas. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. En 2012, un nouveau locataire à l'Élysée et un nouveau cap est franchi. Du fameux tweet de Valérie Trierweiler sur l'adversaire de Ségolène Royal jusqu'à son déplacement post-rupture en Inde. D'un mot, Stéphane Anzès, la présidence normale, c'est pour quand ? La présidence normale, justement, en France, elle n'est pas normale, en ce que le président doit être au-dessus des Français, préserver la fonction présidentielle. Et Nicolas Sarkozy, effectivement, à tort, a cru pouvoir moderniser la fonction à l'américaine, en exposant de lui-même sa vie privée. Et ensuite, il a essayé de rétro-pédaler, donc il l'a appris à ses dépens. Le problème de la présidence normale, telle que défendue par François Hollande, c'est une forme de banalisation. Mais François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, a dû revenir sous les lambris de l'Élysée. Merci beaucoup Stéphane Anzès, président de CAP, pour toutes ces précisions.